Cette femme a démembré son mari. Aujourd'hui, elle vit sa vie librement. Et le 22 juillet qui arrive, Netflix sort un film sur cette histoire. Je te la raconte parce que dans notre cas, la réalité dépasse vraiment la fiction. Cette femme s'appelle Elise Ramos Quitano. Elle vient du Brésil. Elle est née dans une petite ville du Paraná qui se trouve être dans le sud du pays. En grandissant, elle devient infirmière au bloc opératoire et gardez bien en tête cette information-là parce qu'on va en avoir besoin pour la suite de l'histoire. Lorsqu'Élise décroche son diplôme d'infirmière, elle trouve que c'est pas assez, elle en veut plus et elle rêve de faire des études de droit. Sauf qu'au Brésil, faire ce type d'études coûte extrêmement cher, elle ne peut pas se le permettre et elle entame un métier pour pouvoir financer ses études qui n'est nul autre que escorte de luxe. Elle se fait appeler Kelly et un jour, parmi les autres, un client réserve, sauf que ce client-là, ce n'est pas n'importe qui, c'est l'un des hommes les plus riches du pays. Il s'appelle Marcos Matsunaga et c'est l'héritier de l'empire Yoki. Yoki, pour avoir un peu plus de contexte, c'est l'une des sociétés agroalimentaires les plus grosses du pays. Lorsqu'il en hérite, il en devient le PDG et pendant sa soirée avec Kelly, Marcos tombe complètement sous son charme, sauf que le souci à ce moment-là, c'est qu'il est déjà marié. Marcos trompe sa première femme avec Elise de façon régulière et quand je vous dis qu'il est tombé amoureux d'elle, c'est pas rien parce qu'il s'installe avec elle et pendant 3 ans, ils vont vivre ensemble le temps que le divorce soit prononcé. Dès qu'il est prononcé, il l'épouse direct après. Elise a enfin réussi à s'en sortir. Elle devient Madame Matsunaga, femme d'un des héritiers les plus riches de tout le pays. Ils ont une petite fille ensemble, ils l'appellent Elena et elle vit une vie de rêve avec lui. Elle vit dans un appartement luxueux, elle peut faire tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle a toujours rêvé de faire. Sauf que un homme qui est un trompeur, ça reste un trompeur. Et toi, tu as réussi à avoir ta place en étant la maîtresse d'un homme marié. Dis-toi bien que ta place est vacante, ce qui fait que Marcos s'est trouvé une nouvelle maîtresse. Il trompe Elise avec une autre escorte. Elise ne sait pas encore ce qui est en train de se passer, elle a un doute, donc elle engage un détective privé qui lui ramène des preuves noires sur blanc montrant que Marcos la trompe avec notre escorte. Le samedi 19 mai 2012, en soirée, les caméras de surveillance de son immeuble et de son ascenseur plus précisément le filment en train de remonter chez lui avec une pizza à la main. Ce qu'on voit sur les images de surveillance, c'est un homme assez énervé puisqu'il donne des coups de pied dans la paroi de l'ascenseur et ce qu'on sait, c'est que lorsqu'il est remonté chez lui, une dispute a éclaté avec sa femme Elise. Elle l'a confronté sur son infidélité avec les preuves que lui a ramené son détective privé. Et à partir de là, on a 2 versions de cette histoire et c'est là que se joue tout le cœur de cette affaire. Dans la version d'Élise, le ton est monté très vite. Son mari l'a giflée, il l'a menacée en lui disant que si elle voulait divorcer, il lui prendrait Elena, leur fille. Prise de panique, elle a attrapé une arme dans une autre pièce et lui a tiré dessus. Selon sa défense, c'était soit un crime passionnel, soit juste un acte de légitime défense. Elle se sentait vraiment menacée par son mari. Selon l'accusation, bon là on n'a pas la version de la dispute puisque l'homme est décédé, mais Elise aurait tout calculé parce qu'elle lui a tiré froidement dans la tête, elle l'a abattu directement de plusieurs balles dans la tête. On va passer aux détails qui ont fait vomir plus d'une personne au Brésil. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que de base, Elise est infirmière spécialisée en bloc opératoire. Elle connaît très bien l'anatomie. Et elle a tout simplement décidé de découper son mari, vu qu'elle sait bien où il faut couper. Et le pire dans tout ça, c'est que certains éléments de l'autopsie suggèrent que Marcos était encore en vie au moment où elle l'a découpé. Le lendemain, on est le dimanche 20 mai. C'est toujours les caméras de surveillance qui nous donnent cette partie-là de l'histoire, puisque Elise est filmée en train de monter dans l'ascenseur avec 3 énormes valises. Après ça, elle sort de l'immeuble, elle roule jusqu'à une route isolée à une trentaine de kilomètres de là où elle habite, une route de Cotia, et elle se débarrasse des restes de son mari qui étaient dans les valises le long de la route. Elle signale sa disparition et joue à la parfaite petite épouse qui cherche son mari et qui attend désespérément son retour. Elle raconte à sa belle famille que le dernier jour où elle a vu son mari, Marcos a fui de chez eux avec un sac de vêtements et une énorme somme en liquide parce qu'elle l'a confronté au sujet des tromperies. Elle montre même les photos. Les enquêteurs vont commencer à chercher Marcos, ils étudient les caméras de surveillance et là,
on voit Élise en train de descendre dans l'ascenseur avec les grosses valises. Elle devient instantanément la suspecte numéro 1 dans cette affaire et face aux preuves gigantesques, elle finit par avouer ce qui s'est passé. Le procès de cette femme s'ouvre en 2016 et du côté de l'opinion publique, les avis sont plutôt divisés. D'un côté, des gens la défendent. On parle d'une femme trahie, humiliée, qui a réagi à la tromperie dans un acte de colère extrême. Et d'un autre côté, on a tous ceux qui pensent que cette histoire est préméditée en grande partie à cause du découpage parfait qu'elle a fait de son ex. En décembre 2016, le jury la reconnaît coupable. Elle est condamnée à 19 ans de prison, un peu plus de 19 ans de prison. Elle est envoyée dans la prison de Tremembe. Peut-être que vous connaissez, mais c'est une prison qui est assez célèbre puisque c'est la prison qui accueille des personnalités médiatiques. À partir de là, Bestie accroche parce qu'il va y avoir des choses un peu énervantes dans la suite de l'histoire. En 2019, sa peine est réduite à 16 ans puisque elle a avoué. Donc elle a coopéré et sa peine est réduite. Après ça, elle se tient à carreau derrière les barreaux. Elle coud des uniformes avec d'autres prisonnières. Et en 2022, elle formule une demande de remise en liberté conditionnelle qui est acceptée. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, cette femme est libre. Elle aura passé environ 6 ans en prison pour avoir exécuté et découpé le père de sa fille. Aujourd'hui, elle vit une vie plutôt calme et loin des caméras. Apparemment, elle est chauffeuse VTC pour une application. Elle a la note de 4,8 sur 5, ce qui veut dire que les gens sont plutôt contents de son travail. Si vous êtes allé au Brésil, peut-être que vous êtes même monté dans sa voiture sans le savoir. Comme je vous l'ai dit en intro, le 22 juillet 2026, dans quelques jours, le film Élise surgit de l'ombre va retracer toute son histoire. On se place plutôt du côté psychologique de cette affaire. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cette femme? Pas confondre avec le documentaire qui est sorti en 2021, qui est déjà sur Netflix, où là on a des interviews, on retrace un peu l'affaire. Là c'est une fiction où on va revivre, il y a des reconstitutions de tout ce qui s'est passé. Dans le film, on plonge un peu dans la tête de cette femme, dans la tête du couple, plutôt que de suivre l'angle judiciaire de cette affaire. Du côté de Elena, leur fille, elle a été élevée elle l'est toujours d'ailleurs, par les grands-parents. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette affaire. Est-ce que vous pensez que c'était prémédité tout ça? Ou est-ce que c'était juste un acte de désespoir?